Yannick Sinner est-il toujours le favori pour un troisième titre consécutif en Australie ou est-ce que son physique va lui faire défaut? Carlos Alcaraz va-t-il enfin passer l'écart à Melbourne et pourquoi pas décrocher le seul grand chelem qui manque à son palmarès? Et enfin, Djokovic, le GOAT, on va pas l'oublier, peut-il remporter un 11e Open d'Australie? Beaucoup de questions à l'aube de ces quarts de finale qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Alors aujourd'hui, on va se mouiller, on va se prêter au jeu de pronostics et on va prendre le tableau des quarts de finale et faire nos pronos jusqu'à la finale et voir qui est le mieux armé pour aller au bout de ce premier grand chelem de la saison. C'est notre sujet à la une de ce récap sport du week-end. On n'oublie pas de lâcher un petit pouce, de s'abonner et on est parti. On est ensemble pour une quinzaine de minutes. Allez, on démarre directement et donc avec le haut du tableau et ce premier quart de finale entre Carlitos Alcaraz et le régional de l'étape Alex de Minaur. Bon, mon petit Alex, j'ai rien contre toi, mais là clairement toutes les stats vont en faveur de l'Espagnol. 5 victoires à 0 dans leur face-à-face et ce quart de finale la nuit prochaine sera le premier en Grand Chelem. Quart de finale, c'est aussi le plafond de verre de l'Australien en Grand Chelem. 6 sur les 8 derniers disputés en comptant cet Open d'Australie et pour l'instant, le constat est implacable, 5 défaites à ce stade-là de la compétition. Alors oui, c'est un très bon défenseur, il a des qualités, c'est un très bon contreur, mais je trouve pas qu'il ait le jeu pour gêner l'Espagnol, le génie fantasque avec ses amortis, ses coups droits dévastateurs. Donc voilà, je vois une victoire en 3 ou 4-7 du numéro 1 mondial, 4-7 parce qu'on le connaît, il peut avoir une petite saute de concentration de temps en temps. On enchaîne avec notre deuxième quart de finale bien plus compliqué à pronostiquer entre Alexander Zverev et la révélation américaine de ce début de saison, Learner Tien. Jusqu'à présent, un partout dans les confrontations entre les deux hommes, mais l'Américain a remporté la seule opposition sur dur à Acapulco l'an dernier, tandis que Zverev a remporté la seule en Grand Chelem à Roland-Garros. Les deux hommes ont tous les deux perdu 3-7 depuis le début du tournoi. Tien a atomisé Medvedev au tour précédent et Zverev a fait du petit bois avec l'Argentin Cerúndolo. Donc tous les voyants sont au vert pour un match indécis, mais Zverev a quand même beaucoup plus d'expérience à ce niveau en Grand Chelem. Il gère dans l'ensemble plutôt bien ses quarts de finale puisqu'il a 9 demi à son compteur. Donc voilà, c'est plutôt en demi-finale qu'il a tendance à craquer mentalement plutôt qu'en quart. Et donc c'est pour ça que je vois une victoire de l'Allemand, mais quand même dans un gros combat en 5-7 bien accroché. Troisième quart de finale entre le GOAT Novak Djokovic. Non, je déconne, c'est Roger le GOAT. Le et l'Italien Lorenzo Musetti. Bon, là aussi, les stats sont à sens unique. 9 victoires à 1 pour le Serbe, dont un 3-0 en Grand Chelem. En plus de ça, Djoko a pu s'économiser au tour précédent puisqu'il a bénéficié du forfait du jeune Tchèque Jakub Mensik. Et quand j'ai vu ce forfait, je me suis dit, oh là là, la bonne nouvelle, le bon petit coup de pouce pour le Serbe, car il a besoin de préserver son physique à presque 39 ans et encore plus dans les conditions dantesques de Melbourne. Et dans mes pronos, je voyais le Tchèque inquiéter sérieusement Djokovic. Donc voilà, encore une fois, gros coup de pouce pour le Serbe qui peut avoir son influence sur le reste de son tournoi. Mais attention à l'Italien Lorenzo Musetti que je ne voyais pas forcément arriver en quart de finale malgré son statut de tête de série numéro 5. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup progressé et va maintenant chercher des bons résultats sur toutes les surfaces, alors qu'auparavant, il était quand même beaucoup plus dangereux sur terre battue. Il a signé une victoire très convaincante au tour précédent face à Taylor Fritz en 3 petits sets. Donc voilà, un candidat très sérieux et qui pourrait inquiéter Novak, mais voilà, avec la fraîcheur, etc., et l'expérience surtout, je pense partir sur une victoire de Djokovic en 4 ou 5 sets là aussi. Donc notre dernier quart de finale opposerait l'Américain Ben Shelton, 8e mondial, au grand favori et double tenant du titre Yannick Sinner. Encore une fois, si on regarde seulement les stats, ça s'annonce être un match à sens unique. 8 victoires à 1 pour l'Italien, dont 3-0 en Grand Chelem et une demi-finale à Melbourne déjà l'an dernier. Et la seule victoire de l'Américain remonte à leur tout premier affrontement en 2023. Mais l'Italien a encore une fois montré des faiblesses dans les longs matchs sur le plan physique. On rappelle qu'il n'a jamais remporté de match de plus de 4 heures et il a même frôlé l'abandon au troisième tour pendant une journée particulièrement chaude et difficile à Melbourne. Alors faut-il déjà s'inquiéter pour le numéro 2 mondial sur ce match face à Ben Shelton qui semble de plus en plus constant dans ses performances en Grand Chelem?
Pas sur le plan physique, en tout cas sur ce match, car il semblerait que les pires journées en termes de météo soient derrière nous. Mais sur le long terme, c'est une vraie question qui va se poser de plus en plus. Pour ce match, même si Shelton a progressé, je le trouve encore un poil trop inconstant et je ne pense pas qu'il tiendra la distance sur tout un match face au robot qu'est Yannick Sinner. Je vois donc une victoire en 4-7 de l'Italien. On a donc notre première demi-finale qui opposera Carlitos Alcaraz à Alexander Zverev. Et comment dire? J'ai rien contre l'Allemand, mais j'ai l'impression qu'il a laissé passer sa chance pour empocher un grand chelem et sera maintenant toujours barré soit par Alcaraz, soit par Sinner, soit par son propre mental, malheureusement pour lui. Si on regarde juste les stats, on peut s'attendre à un match équilibré, voire indécis. 6 partout dans les confrontations entre les deux hommes et 2 partout en grand chelem. Mais honnêtement, je ne vois pas l'Espagnol perdre ce match, tant la dynamique est de son côté ces derniers mois. Numéro 1 mondial avec une domination qu'il ne partage seulement avec Yannick Sinner depuis quelques années. Dans un contexte en grand chelem comme ça, Alcaraz a beaucoup plus de références que son adversaire. 6 titres contre 0 et Zverev, comme on l'a dit, coince souvent à ce niveau avec 6 défaites en 9 demi-finales. Mais parce qu'il y a toujours un mais, l'Espagnol n'a jamais passé les quarts de finale à Melbourne. Voilà, c'est pas son terrain de jeu favori et il s'est même incliné face à Zverev à ce même stade de la compétition il y a 2 ans. Mais je pense que l'Espagnol a un ascendant mental et qu'il a terriblement envie de remporter le dernier grand chelem qui manque à son palmarès. Donc je vais partir sur une victoire en 4-7 d'Alcaraz. Cela nous offrira donc un classique du tennis en grand chelem pour cette demi-finale. 5e fois qu'ils vont s'affronter à ce stade-là de la compétition et cela opposerait donc Yannick Sinner à Novak Djokovic. 6-4 pour Sinner dans les affrontements, mais le Serbe ne s'est plus imposé depuis 2023 et reste sur 5 défaites consécutives face à l'Italien. Je ne pense pas honnêtement que le Serbe soit encore en mesure de se farcir un Yannick Sinner ou un Carlos Alcaraz, encore plus sur un format au meilleur des 5 manches en Grand Chelem. Et donc malheureusement, je pense que Novak Djokovic va échouer dans sa quête d'aller chercher un 25e tournoi du Grand Chelem à accrocher à son palmarès. Donc voilà, victoire de Sinner assez tranquillement, 3 ou 4-7 là encore. Et donc la grande finale que je vois, pas très originale, je sais, mais ce sera le duel auquel on est habitué ces dernières années en finale de Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui se sont déjà affrontés 16 fois sur le circuit. J'étais assez choqué par cette stat vu leur âge. Mais voilà, comment pronostiquer autre chose avec les deux hommes qui se sont partagés les 8 derniers tournois du Grand Chelem sur les 2 dernières saisons? L'Espagnol, pour moi, semble avoir pris légèrement l'ascendant sur l'Italien avec 10 victoires à 6, 2 victoires à 1 en finale de Grand Chelem à l'US Open l'an dernier et bien sûr la finale épique de Roland-Garros 2025 que personne n'a oublié. Je mettrai plutôt une petite piécette sur Carlos Alcaraz sur cette finale, donc qui, je pense, peut avoir un niveau maximal supérieur à celui de Yannick Sinner, qui est plus dans la constance et la régularité. Une plus grande palette chez l'Espagnol qui avait été reconnu par Sinner lui-même après la finale de l'US Open où il disait devoir devenir plus imprévisible pour battre un Carlitos à son meilleur niveau. Est-ce qu'il a pu relever ce défi de changer un peu son jeu en seulement quelques mois? Difficile à dire, mais on aura la réponse à cette question dimanche matin. Pour moi, je pense que c'est un non et je vois l'Espagnol s'imposer en 5-7, remporter son premier Open d'Australie et compléter son grand chelem en carrière. Allez, on passe à notre deuxième actu et on enchaîne avec le football et la dernière journée de la phase de ligue en Ligue des Champions qui s'annonce absolument décisive pour nos 3 clubs français engagés qui vont tous jouer leur avenir européen d'une certaine façon mais avec des enjeux légèrement différents. On commence par le PSG qui n'a désormais plus vraiment de marge de manœuvre dans la course au top 8. Suite à sa défaite surprise face au Sporting Lisbonne la semaine dernière, Paris se retrouve maintenant 6e, mais surtout dans un énorme groupe de 8 équipes à 13 points de la 6e à la 13e place. Autant dire que tout peut encore basculer lors de cette dernière journée d'un côté ou de l'autre. Les Parisiens vont recevoir Newcastle, un concurrent direct au top 8, actuellement 7e, juste derrière eux. Même pas à la différence de but, mais à la différence de but marqué qui est en faveur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est pas un match couperé parce que le PSG va se qualifier quoi qu'il arrive au moins en 16e de finale, mais pour intégrer directement le top 8, ça va être décisif. Et le timing n'est pas idéal pour Paris en légère perte de vitesse ces dernières semaines. 2 défaites sur les 4 derniers matchs,
une élimination en Coupe de France face au Paris Football Club et un Luis Enrique de nouveau très tendu et désagréable en conférence de presse avec les journalistes. Donc voilà, on a parfois l'impression de revoir les vieux démons du début de son mandat au Paris Saint-Germain, dominer sans jamais gagner. Alors faut-il s'inquiéter pour le PSG? Pas encore. J'ai envie de dire que l'équipe est encore en reconstruction après une avalanche de blessures en début de saison et certains cadres peinent à revenir à leur meilleur niveau. Désiré Doué, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, voilà, on les voit pas avec le rendement qu'ils avaient la saison dernière, surtout en deuxième partie de saison. Comme d'habitude, avec le Paris Saint-Germain, le vrai jugement se fera surtout lors des matchs élimination directe lors du printemps européen. Mais attention quand même à ne pas laisser s'installer un doute un peu plus durable. Du côté de l'OM, la dynamique est un peu différente. Voilà, une semaine en crise, l'autre semaine on reprend espoir et ces 2 dernières semaines illustrent ça à la perfection. Après la claque reçue face à Liverpool 3-0 la semaine dernière, les Marseillais ont bien rebondi en Ligue 1 ce week-end en battant le Racing Club de Lens, jusque-là leader du championnat. Une victoire importante pour la confiance car Marseille arrive à une dernière journée de Ligue des Champions, là aussi absolument décisive. Actuellement 19e, l'OM doit s'imposer face au Club Brugge pour être maître de son destin et assurer une qualification dans le top 24. Et là aussi, le classement est extrêmement serré, à peine 2 points séparent la 19e place de Marseille et la 27e de Bruges, son futur adversaire. Autant dire que la qualification pourrait se jouer, encore une fois, à la différence de but, comme la saison dernière. Et puis il y a Monaco. Ah, il y en a des choses à dire sur Monaco, mais bon, on va pas trop s'attarder sur eux. Dernier club français engagé qui va lui aussi jouer sa qualification lors de cette ultime journée. Mais soyons honnêtes, difficile d'être optimiste pour les Monégasques qui vivent une saison en enfer cette année. Une lourde défaite 6-1 face au Real la semaine dernière, 7 défaites sur les 9 derniers matchs de Ligue 1 et une 10e place au championnat complètement indigne de leur statut. Résultat, le coach Sébastien Poccoloni est déjà sur la sellette après seulement 3 ou 4 mois sur le banc de Monaco. Et pourtant, Monaco est toujours en vie en Ligue des Champions, 21e avec 9 points, dans une situation très proche de celle de l'Olympique de Marseille. Seul petit problème, ils affrontent la Juventus qui reste sur 3 victoires en Ligue des Champions et peut encore viser le top 8. La vieille dame qui connaît aussi un regain de forme en championnat. Donc voilà, ça ne sera clairement pas un match facile pour les Monégasques. Mais une qualification européenne offrirait une petite éclaircie dans cette saison pour l'instant très obscure. Bref, on s'attend à un multiplex complètement fou mercredi soir avec 18 matchs en même temps et un classement qui va évoluer minute après minute. Entre la course au top 8, la lutte pour le top 24, rien n'est encore joué pour nos clubs français. On va donc avoir droit à une soirée européenne sous très haute tension. Allez, on passe à notre dernière actu avec un point sur le top 14 et un match qui portait parfaitement son nom ce week-end. Le match de la peur entre l'USAP 13e avant-dernier et Montauban 14e dernier. Deux équipes déjà très décrochées du reste du championnat et dont le maintien dans l'élite passera très probablement par un match de barrage face aux perdants de la finale de Pro D2. À domicile et dans des conditions absolument épique, pluie battante, vent violent comme on en voit rarement en Catalogne. Enfin, pour la pluie, parce que le vent, on a l'habitude. Mais Perpignan a fait le job, l'USAP s'impose largement 31-8 avec le bonus offensif et confirme sa bonne dynamique du moment. On a senti que les deux équipes vivaient un match sous très haute tension avec quelques empoignades bien viriles, quelques mornifles distribués entre Catalans et Montalbanais, mais sur le terrain, il n'y a vraiment pas eu photo. Grâce à ce succès, l'USAP se donne un peu d'air et repousse Montauban à 7 points, soit plus d'une victoire d'écart au classement. L'objectif maintenant pour Perpignan est clair, mettre définitivement Montauban à distance et pourquoi pas ensuite commencer à regarder vers le haut avec en ligne de mire la 12e place occupée par Lyon. Quelques autres résultats en bref dans le haut du classement qui ont marqué également ce week-end de top 14. Le leader Toulouse a littéralement atomisé son dauphin, la section paloise, sur le score de 59-22. Un résultat d'autant plus surprenant et impressionnant que la section paloise avait aligné sa grosse équipe, contrairement à d'autres dans les gros matchs de top 14 cette saison.
De son côté, le Stade français a réalisé une très belle opération en chippant la troisième place à l'Union Bordeaux-Bègles au terme d'un match spectaculaire remporté 33-28 après un chassé-croisé permanent jusque dans le Money Time. On entre désormais dans une phase de doublon avec de nombreux internationaux absents en raison du tournoi Destination. Une période toujours particulière en top 14 qui peut complètement rebattre les cartes aussi bien en haut qu'en bas du classement. Autant dire qu'on va suivre les prochaines journées avec beaucoup d'attention en parallèle du tournoi Destination, bien évidemment. Allez, comme chaque semaine, on élit le MVP du Poteau Sport Club. Cette semaine, c'est Justin The Highlight Gaethje qui remporte ce titre grâce à sa victoire dans le combat pour la ceinture intérimaire des poids légers de l'UFC. Une vraie guerre remportée face à Paddy Pimblett lors de l'UFC 324 à Las Vegas. Le vétéran américain s'est donc imposé dans le premier main event de l'année contre l'Anglais dans un duel d'une intensité folle. Après 5 rounds globalement largement dominés par Gaethje, les juges lui ont logiquement donné la victoire à l'unanimité. Mais encore une fois, le combat a été un vrai festival d'échanges en striking avec Gaethje qui a mis une pression incroyable du début à la fin et a réussi à mettre Paddy Pimblett à terre à plusieurs reprises. Pimblett, pourtant invaincu jusque-là à l'UFC avec 7 victoires pour 0 défaite, a montré une grosse résilience malgré les coups reçus et un visage tuméfié dès le début du combat. Il a tout de même montré qu'il pouvait tenir 5 rounds face à l'un des tout meilleurs vétérans de la catégorie et malgré la défaite, a fait fermer quelques bouches qui clamaient haut et fort qu'il était surcoté et que son chemin jusqu'à ce combat pour le titre avait été beaucoup trop facile. Avec cette victoire, Justin Gaethje ramène la ceinture intérimaire des poids légers à la maison pour la deuxième fois de sa carrière après 2020 et sa victoire face à Tony Ferguson. Cela relance complètement la carrière de Gaethje en légère perte de vitesse ces dernières années et le positionne désormais pour un combat pour la ceinture incontesté face au champion actuel, Ilia Topuria. Le champion invaincu en professionnel qui a dû laisser son titre vacant pour raison personnelle et qui devrait faire son retour aux alentours du mois d'avril. Ça sera la troisième chance pour l'Américain d'obtenir le Graal pour tous les combattants de MMA, mais Topuria est absolument terrifiant après avoir mis violemment KO ses 3 derniers adversaires. Alors Justin Gaethje sera-t-il enfin consacré à bientôt 38 ans ou alors sera-t-il mis à la retraite violemment par Ilia Topuria? J'ai ma petite idée sur la question, mais curieux d'entendre vos avis dans les commentaires. Allez, comme chaque semaine, on termine avec la petite biscotte de la semaine. Et cette semaine, elle nous vient d'Espagne et d'un petit geste qui n'est pas passé inaperçu parmi les observateurs de football. Et oui, toujours les histoires dans la Maison Blanche du Real Madrid. Après avoir viré son entraîneur Xabi Alonso il y a 2 semaines et beaucoup de polémiques sur l'état d'esprit des stars du club, Kylian Mbappé a remis une petite pièce dans la machine ce week-end. Lors du match Villarreal-Real Madrid, le capitaine de l'équipe de France a tenté et surtout réussi une panenka sur penalty en fin de match, sous les yeux encore embués de larmes de son coéquipier Brahim Diaz. Cela a évidemment beaucoup fait parler après le geste complètement raté de Brahim Diaz en finale de la CAN la semaine dernière, une erreur qui l'avait laissé extrêmement meurtri et sur laquelle Mbappé s'est exprimé en disant qu'il serait là pour soutenir son ami et coéquipier. Bla bla bla, sauf que même si le Français affirme que c'est un geste de soutien envers Brahim Diaz, certains, voire tout le monde, y a vu une moquerie envers le joueur marocain. Bon allez Kylian, pas à nous, hein, pas à nous. On connaît un peu ton caractère taquin et c'est pas impossible qu'il y ait un peu de fourberie derrière ce geste, comme pour lui dire, voilà petit, c'est comme ça qu'on fait une panenka. Même sur les célébrations, on dirait plus que les joueurs du Real rigolent de Brahim Diaz pendant que Kylian Mbappé lui crie « C'est pour toi, c'est pour toi !» On voit même une image de Jude Bellingham qui semble essayer de se retenir de rire pendant les célébrations de ce but. Donc voilà, pas très cool pour Brahim Diaz, soirée très compliquée et pleine de clins d'œil pour le Marocain qui a vu son adversaire de la finale et buteur en prolongation, Pape Gueye, présenter la coupe à son public de Villarreal juste avant le match, avec évidemment dans ces situations le caméraman qui passe de Pape Gueye à un gros plan sur la tête de Brahim Diaz assis sur le banc et plein de seum. Mon avis, je suis un grand fan de Mbappé, mais sur ce coup-là, je trouve ça très petit de sa part, même si ça a bien amusé les réseaux sociaux. Au mieux, c'est un geste de soutien plus que maladroit, et au pire, c'est un chambrage franchement déplacé envers un coéquipier et ami. Résultat, une panenka réussie, un Real qui gagne, mais une petite polémique en bonus. Alors voilà, encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce geste, soutien maladroit ou chambrage entre coéquipiers. Voilà, moi j'ai mon idée sur la question.
Et voilà, c'est tout pour les actus du week-end. Je sais, on n'a pas parlé de sport d'hiver pour une fois, mais c'est parce que lundi prochain, on fera une édition spéciale Jeux olympiques d'hiver en essayant de pronostiquer le nombre de médailles dans chaque catégorie de sport. Ça va être très bien, donc soyez présents. On n'oublie pas de lâcher son plus beau like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne et on s'abonne si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à lundi prochain. Ciao l'équipe.